je pense que ce n'est pas de la hauteur, à mon avis. C'est pas de la hauteur. Parce que ça se raconte dans la rue, réseaux sociaux, par n'importe qui. Alors moi, je ne viendrai pas sur un plateau pour relayer les discours de la rue. Non. Les racontards. Non. En quelque sorte, Jean-Pierre Bemba n'a pas volé très haut. Et d'ailleurs, je ne parle pas de Jean-Pierre Bemba. Moi, je n'ai pas de principes. Les principes de communication. Ah ben, je t'ai dit que je ne viens pas faire ici commenter. C'est que le VPM Jean-Pierre Bemba a déclaré. Ça n'engage que lui. Il a ses sources. Oui, il a ses informations. Mais moi, je ne viens pas pour commenter ces déclarations. Et vous dites ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les accointances du président Kabila avec la rébellion. Oh, voilà. Ça, on va en parler. Donc, je peux en parler. Ce sont des faits. Des faits de notre actualité politique. Vous dites, un ministre, ça parle peu, ça la boucle, mais plutôt ça travaille. Ça travaille. Et quand on veut communiquer, à part cette suite de communication dans le ministère, on a un parti politique qui peut relayer ses pensées, ses idées. Mais quand on est dans des fonctions telles que ministre, mandataire public, il faut observer un devoir de réserve. Le dialogue est inopportun, mais il aura lieu, le dialogue, en 2028. Parce que, je vous l'ai dit, il faut noter, il n'y aura pas d'élection en 2028. Hein. Il n'y aura pas d'élection. Déjà, la guerre a tout perturbé. Vous savez que les élections se préparent de lendemain, n'est-ce pas, de la publication des résultats. Mais tout l'argent va à la guerre. Même si on peut reprocher au gouvernement que le social ne s'améliore pas, mais parce que ce que nous produisons, une bonne partie vous préparez donc va à la guerre. À un possible glissement. Je ne prépare pas, moi je vous préviens. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix.
Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. La sortie fracassante de Jean-Pierre Bemba a-t-elle aménusé les maigres chances qui nous restaient encore pour un hypothétique dialogue politique? Les mots du VPM au transport résonnent encore ce matin comme un coup de tonnerre. Attaque ciblée contre Kabila, tacle appuyée contre Moïse Katumbi et des critiques ouvertes contre les évêques catholiques. Tout a été dit, ce qui prouve une certaine fracture de notre système politique. On y reviendra très largement ce matin parce qu'il y a eu des réactions de part et d'autre. On reviendra également sur le cas Moutamba qui est dans le dilatoire maintenant, inculpé pour détournement des fonds publics. Il a récusé le procureur général près la Cour de cassation et tous les autres hauts magistrats. On reviendra sur cette affaire. Les dés sont-ils jetés pour celui qui aimait bien donner des leçons? Et cette affaire nous amènera à parler des cas de détournement, de ce qu'on en fait. A-t-on oublié Goma, Bukavu et les autres partis sous occupation du M23? On fait le point ce matin avec le député national Steve Mbikaï. Vous êtes autorité morale au président national du Parti travailliste. Bienvenue chez nous. Merci. Rapprochez votre micro, s'il vous plaît. On a besoin de vous entendre. Comment allez-vous? Je vais très bien et merci beaucoup pour votre invitation. Le cartésien. Ça se Oui. passe bien là-bas à l'école? Très bien. Avec Très bien. nos enfants qui apprennent l'anglais, le français à la fois, l'espagnol, qui vont en stage à l'international. Oui, mais vous savez, quand on dit cartésien, les gens pensent d'abord aux langues. Donc, anglais, C'est bien plus français, que ça. espagnol. Mais quand on dit cartésien, il faut penser d'abord aux mathématiques. En fait. Les C'est ça notre mathématiques. particularité. Même si les langues permettent à ce que les enfants fassent bien des recherches dans Ouais. toutes les langues là. Mais les mathématiques dès l'école maternelle, ça c'est notre point fort. C'est quel système que vous Ça, utilisez c'est- là-bas, mathématiques? Non, Le mais, système de quel pays? pour les mathématiques, nous avons le programme de Singapour. Parce que Ok. vous savez, Singapour est meilleur en mathématiques. Hein. À tous les concours, ils sont champions. Ça, c'est pour les mathématiques. Mais pour l'anglais, c'est Oxford ou bien Cambridge. Hein. Donc, et puis pour le français, c'est le programme français. Et on a fait une combinaison d'un programme qui a fait qu'on soit, n'est-ce pas, accepté en tant qu'école internationale du monde du baccalauréat international. Donc, quand vos enfants pourront être là, eh ben, vous le saurez davantage. Il y a ChatGPT qui vous catégorise parmi les meilleures écoles du pays. Certains pensent que c'est une erreur. Non, pas parmi, hein, parce qu'il y avait les gens qui faisaient un débat sur quel est le top 10 des meilleures écoles, l'RDC, à la fois bilingue ou en général, école maternelle, primaire et secondaire, mais le résultat est sans appel. Donc, cartésien placé premier, suivi d'ETASOC, école française, école belge, et ainsi de suite. Ben, Est-ce que la gratuité de l'enseignement a tué l'école publique? eh ben, moi, je crois qu'on peut allier la gratuité d'enseignement avec des réformes assez profondes pour améliorer la qualité. Hein. Et puis, on a des idées qu'on peut appliquer pour faire en sorte que cette gratuité ne vienne pas tuer l'enseignement, mais par contre, ça aide un grand nombre. Mais il faut que ce grand nombre puisse être bien formé dans les fonds. Donc, il y a toujours moyen de maintenir cette gratuité, mais il faut À ce moment, il y a plus de améliorer. nombres et la qualité a baissé. Oui, je vais dire aussi un mot par rapport à l'évaluation de nos élèves du secondaire pour les finalistes. Hein. Oui. Vous savez, le système de examen d'État, c'est un système qui a été très bien pensé. C'est un bon système qui a été pensé au départ. Mais la fraude, comme on dit, corrompt tout. Et la fraude a tout corrompu. Hein. Vous verrez qu'à l'époque, à notre époque, quand un élève avait 60% des examens d'État, c'était les meilleurs. Il allait à l'université. Oui. Ceux qui avaient moins que ça allaient à l'institut supérieur. Mais depuis un certain temps, les enfants font 90%. 80%. Si tu fais 60%, on dit que tu n'es pas intelligent. Mais c'est quoi? C'est la fraude. Parce que depuis qu'on a fait le système de choix multiples avec l'Internet... À côté de ça, il y a également le suivi. Oui, la tricherie bat son plein. C'est comme ça que La corruption. Bien. Oui, oui. Et aujourd'hui, avec l'apparition de ChatGPT, intelligence artificielle, eh ben, la Ça va tricherie très est à son vite. comble parce que même Ouais. la dissertation, les enfants trichent, il faut bien avoir. Et moi, je préfère qu'on rentre au système traditionnel, pas choix multiple. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut bien corriger rapidement, même quand c'est système traditionnel. Oui. Parce que le niveau a tellement baissé que les enfants, parfois,
remettent le papier vide des dissertations, mais on donne les notes par la corruption, et que les enfants parfois cochent des réponses qu'on leur envoie de l'extérieur, eh bien, elles aiment d'État. Quand vous avez des nouveaux qui comprendre. viennent chez vous, Donc, c'est là que vous sentez que le niveau a sensiblement baissé. Non, le niveau a beaucoup baissé. Hein. On doit faire un effort pour redresser la situation, sinon c'est catastrophique. Hein. Parce que la plupart de nos enfants qui ont un diplôme d'État, qui vont à l'étranger, dans des grandes universités, beaucoup échouent. Ouais. Et ils font des formations. Nos diplômes ne sont même pas considérés, notamment au Canada. Dans certains pays. Hein. Pendant ces temps-là, eh bien, les parents pensent que l'enfant fait l'université, mais il commence à faire des petits jobs, bien faire des formations ici et là. Je crois qu'il y a toujours moyen que nous puissions, n'est-ce pas, nous arrêter pour bien repenser notre si on ne change rien dans les 10 ans à venir, on aura sacrifié toute une génération. Non, mais c'est déjà, pas dans les 10 ans, même aujourd'hui. Ça fait 7 ans déjà. Prenez au moins 10 élèves qui ont leur diplôme d'État et posez des questions, donnez un stylo pour écrire. Eh bien, vous serez étonnés. Bien sûr, il y a certaines écoles conventionnelles, catholiques, protestantes, 5 écoles privées qui sortent du lot, mais c'est une infime minorité dans l'ensemble de notre système éducatif qui nécessite vraiment qu'on fasse des réformes en profondeur. Merci Parce bien. que l'enseignement, c'est d'abord la passion. Hein. Les gens ont tendance à y mettre d'abord le problème lucratif, l'argent. Il faut avoir la passion pour faire l'enseignement. Et sans enseignement, le pays est mort. Et aussi, je vais terminer par là, vous verrez que on rend tellement les mathématiques difficiles, abstraites, que les enfants fuient les mathématiques. Vous partez à l'université, vous trouverez qu'en physique, il n'y a pas d'étudiants. En chimie, en mathématiques. Mais ils sont pleins en droit. Ils sont pleins en sciences de communication et autres. On ne peut pas se développer sans consommer les mathématiques. Donc, il faut appliquer une méthode qui permette aux enfants d'aimer les mathématiques parce que c'est là qu'on se développe. Et ça, c'est vraiment capital. De nos jours, les enfants sont nuls en mathématiques et on ne sait pas se développer comme ça. Un triste constat. Merci bien. Merci pour cette entrée en matière et on en profite parce que ça ne vient pas tous les jours. De faire un clin d'œil à Madame Francine Moutonkolé, docteur Francine Moutonkolé, qui nous suit beaucoup avec maman, 80 ans, à Lubumbashi. On nous suit tous les jours là-bas. Salutations à tous les autres, Louchois ou ailleurs, vous qui nous suivez à Colosie en ce moment où se tient la conférence des gouverneurs. On revient à Kin avec d'abord la sortie de Jean-Pierre Bemba. On va parler politique maintenant. On va aller point après l'autre. Il a dit beaucoup de choses. Je voudrais avoir votre perception d'abord avant de disséquer mot après mot parce qu'il n'a pas ménagé l'ancien président, l'ancien gouverneur du Katanga, les évêques catholiques de la Senko. Avec Kabila, il a été un peu plus dur. C'est un Rwandais, un usurpateur. Il n'est pas le fils de son père. Et pire, sa sœur jumelle ou sa prétendue sœur jumelle ne serait pas sa sœur, mais plutôt sa tante. Beaucoup de choses. Vous avez été dans l'opposition. Vous avez été ministre de Joseph Kabila. Auriez-vous appris quelque chose dans ce sens? Dites-nous d'abord ce que vous pensez. Ce que vous pensez de cette sortie, ensuite, de ces éléments à charge. On va aller un élément après un autre. Monsieur Jean-Pierre Bemba, c'est un acteur politique comme moi. Je ne viens pas sur un plateau de télévision pour commenter le discours de notre acteur politique. Non. Si vous avez des questions à me poser sur les mêmes thèmes qu'il a abordés, je vais répondre. La première question, oui, justement. Donner mon point de vue, mais je ne demandais pas que moi j'ai venu ici pour commenter une sortie médiatique de notre politicien comme moi. Je comprends. Il est de la même obédience que vous, l'Union sacrée. Même pas ça, même si tu es l'opposition. Moi, je viens vendre mes idées, faire mes analyses, pas pour commenter ce que d'autres politiciens ont déclaré. Vous avez tous un passé commun. Lui a été vice-président avec Joseph Kabila. Vous avez été son ministre de l'ESU. Quand il dit que Kabila n'est pas le fils de son père, qu'il est usurpateur, j'aimerais savoir, non pas ce que vous pensez, mais ce que vous savez de l'identité de l'ancien président. Vous savez, d'abord pour poursuivre, je veux dire que les ministres doivent de plus en plus éviter des déclarations politiques. C'est-à-dire les ministres, leur rôle, c'est de gérer le pays, et ils ont le devoir de réserve. Quand on est ministre, on est astreint au devoir de réserve. C'est un peu différent de député. Nous sommes libres de parole. Ouais. Vous savez, même notre ministre de la Justice, s'il observait le devoir de réserve,
il ne serait pas tombé dans des pétrants dans lesquels il est aujourd'hui. Ça, c'est un conseil gratuit que je donne à tous nos ministres. On peut s'exprimer, mais en ce qui touche son secteur d'activité, par exemple. Oui, et même là aussi, on peut le faire, mais nous avons des services de communication qui le font. C'est mieux que les ministres travaillent et que la population voie le changement dans le secteur. Un ministre, ça parle moins. Oui, voilà, et il y a les services de communication qui les font, et ce sont les actes qui communiquent à sa place. Ça, c'est un conseil gratuit. Alors quand on décide d'aller soi-même au front. Oui, quand vous posez la question concernant... Kabila a appelé pour l'identité qui serait douteuse, selon Jean-Pierre Bemba. Chacun a son style de communication. Eh bien, revoyez toutes mes émissions depuis quand je suis à l'opposition ou à la majorité. Je n'aborde pas ce genre de débat. Donc, sans de considération, ça fait partie de ma façon de voir les choses et de communiquer. Je préfère plutôt analyser les comportements, les actes qui sont posés par les gens, plutôt que de m'attarder sur des débats identitaires. Ça, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas votre genre. Voilà. Vous avez été ministre sous Kabila. Qu'est-ce que vous savez de son identité? Parce qu'il y a longtemps, vous m'aviez dit dans une autre émission que le Kabila que vous avez rencontré en face, en tant que ministre, vous a donné une autre perception différente de celle que vous aviez d'avant, quand vous étiez à l'opposition. Non, mais quand on voit toujours quelqu'un de loin, c'est comme ça. Ça arrive. Je viens de vous dire, parce que moi, j'aime dire des choses dont j'ai des preuves. Je n'aime pas dire des choses qu'on raconte dans les réseaux sociaux ou bien dans la rue. Et j'ai jamais fait des recherches pour savoir l'origine des XY. Je ne m'hasarderai pas à donner un point de vue là-dessus. Les relations étaient des relations professionnelles. J'étais ministre et il était chef de l'État. Et encore, qu'il faudrait expliquer aux gens, parce que certaines personnes ont tendance à mal comprendre les choses. C'est-à-dire, pour avoir été ministre de Kabila, et que quand il n'y a plus de coalition, vous êtes avec X, ils appellent ça transhumance. C'est-à-dire, c'est mal connaître les termes qu'on utilise. Quand on se met ensemble avec quelqu'un dans une plateforme, chacun son parti politique, il y a des objectifs. Quand c'est atteint ou quand on n'a plus une vision commune, ça se sépare. Et c'est ça la politique congolaise, tout le monde. Et d'ailleurs, ici, les gens n'appliquent même pas les idéologies. Ils se mettent ensemble par aux intérêts. Quand ça tombe, ça se sépare. Parce que le problème, c'est que quand on est avec telle personne, on a des mots doux, on est tendre, on le chante même. Et quand il n'a plus la signature, on les vilipende. C'est ce que nous voyons maintenant. Je pense que ce n'est pas mon cas. Moi, je sais pas comme ça. Nous parlons de généralité. Généralité. Mais ici, je parle de moi. On peut voir tout ce que moi je déclare, je dis. Je peux parfois critiquer certains actes. Oui, ça peut arriver. Mais je ne préfère pas attaquer quelqu'un parce que je ne suis plus avec lui. Même dans le sein où je suis à l'Union Sacrée, il m'arrive de critiquer le gouvernement. Critiquer l'Union Sacrée. Je suis bien sûr l'homme du régime, mais indépendant d'esprit. Mais par rapport au président Kabila, vous me demandez ses origines, je n'ai pas d'éléments pour le faire. Et ce n'est pas ça qui m'intéresse, en fait. Je ne viendrai pas sur un plateau passer mon temps à parler de XY, de sa mère et de son père. Je préfère parler de ce que fait Kabila aujourd'hui. Vous estimez que c'est un débat? De ce que Kabila fait aujourd'hui. On va y arriver. Que j'ai déploré, que j'ai dénoncé. On va y arriver. Mais ce débat identitaire, vous estimez que c'est dangereux, c'est une fibre très fragile? Je n'ai pas dit ça. Mais je vous dis seulement que moi, je ne suis pas là pour ce genre de débat. Je pense que ce n'est pas de la hauteur, à mon avis. Ce n'est pas de la hauteur. Parce que ça se raconte dans la rue, réseaux sociaux, par n'importe qui. Alors moi, je ne viendrai pas sur un plateau pour relayer les discours de la rue. Non. Les racontards. Non. En quelque sorte, Jean-Pierre Bemba n'a pas volé très haut. Et d'ailleurs, je ne parle pas de Jean-Pierre Bemba. Moi, je n'ai pas de principes, les principes de communication. Je t'ai dit que je ne viens pas faire ici commenter, c'est que le VPM Jean-Pierre Bemba a déclaré, ça n'engage que lui. Il a ses sources. Oui, il a ses informations. Mais moi, je ne viens pas pour commenter ces déclarations. Et vous dites ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les accointances du président Kabila avec la rébellion. Voilà. Ça, on va en parler. Donc, je peux en parler. Ce sont des faits. Des faits de notre actualité politique.
Vous dites, un ministre, ça parle peu, ça la boucle, mais plutôt ça travaille. Ça travaille. Et quand on veut communiquer, à part cette suite de communication dans le ministère, on a un parti politique qui peut relayer ses pensées, ses idées. Mais quand on est dans des fonctions telles que ministre, mandataire public, il faut observer un devoir de réserve. De réserve. Voilà. On comprend, devoir de réserve. Sa communication, sa sortie est-elle incendiaire? C'est vrai, vous ne voulez pas commenter ce qu'il a dit, mais est-ce que c'est incendiaire? Est-ce que ça met à mal aujourd'hui la cohésion nationale? Eh bien, la cohésion nationale, d'abord, c'est quoi la cohésion nationale? Parce que les termes sont parfois employés de façon abusive. Dites-moi d'abord, avant de répondre à la question. Le vivre ensemble. C'est quoi? Mais on vit ensemble déjà. On vit ensemble. On sent qu'il y a des fractures. Parce qu'on dit toujours, il nous faut une cohésion nationale. Mais c'est quoi la cohésion nationale? On sent qu'il y a la crispation. On sent qu'il y a des fractures. Il y a des camps qui se sont créés. Est-il important pour la paix de réunifier, de mettre tout le monde ensemble et travailler pour le développement du pays? Est-ce que dans une démocratie, il y a un pays où il n'y a pas de camps? Il y a toujours des camps qui s'affrontent. Il y a toujours des camps qui se combattent politiquement et démocratiquement. Et c'est normal. Ce sont des termes creux, là. Ils font un dialogue pour la cohésion nationale. C'est quoi la cohésion nationale? Ben, on a tendance à croire que cohésion nationale veut dire que tout le monde doit penser dans la façon ou bien dans un gouvernement. Vous avez utilisé les mêmes éléments de langage en 2014 quand vous... En disant quoi? Qu'il y avait, après la guerre, il y avait la crispation, qu'il fallait décrisper la situation, détendre l'atmosphère, créer des conditions de cohésion nationale. Non. Quand on approchait la fin du mandat du président Kabila, j'avais prédit qu'il n'y aurait pas élection en 2016 et qu'il fallait un dialogue, cette fois-là, pour avoir des institutions transitoires. Pour créer la cohésion. Oui, transitoires, pour gérer la période, éviter un vide juridique, c'est différent. Alors, c'est passé qu'on appelle cohésion. La cohésion, c'est quoi? Nous avons le pouvoir qui travaille, nous avons l'opposition qui s'oppose, qui critique. Et c'est ça, là, le pays. Hein? Donc, c'est toujours ça partout. Mais quand on dit cohésion nationale, c'est quoi? Mais la cohésion nationale, aujourd'hui, est cassée par la guerre. Là, je peux comprendre. Avec la prise des Goma et des Bukavu par le Rwanda. Donc, ça, on peut dire que la cohésion... est rompu du fait qu'on ne communique plus avec nos frères qui sont dans les territoires occupés, ainsi de suite, qu'il y a l'armée étrangère sur notre sol. Alors on doit se battre pour récupérer nos terres. Et vous avez dit dans une de vos tribunes, que le dialogue politique ne résoudrait pas le problème. Qu'il ne permettra pas qu'on récupère facilement les zones conquises par l'ennemi. D'abord, le dialogue, c'est quoi? Vous savez, le dialogue est aussi considéré comme échange de paroles dans une pièce de théâtre, dans un film. Mais dans le cas du Congo, le dialogue, à notre sens, ça veut dire mettre les politiciens ensemble dans une salle, discuter avec comme objectif le partage du pouvoir. Et c'est ça le nœud du problème ici. Et quand on dit dialoguons, dites-moi un peu, j'ai vu des opposants de tous bords, ou presque tous, et surtout ceux qui avaient boycotté les élections, ou ceux qui ont échoué aux élections, demander qu'il y ait dialogue. Quelle est la finalité? C'est-à-dire les intégrer dans le système. C'est ça. Et dites-moi un peu, tout le monde est d'avis que nous sommes agressés par le Rwanda, n'est-ce pas? Et qu'il y a les troupes rwandaises sur notre sol. En nous mettant ensemble comme Congolais dans un dialogue soi-disant, comment est-ce que nous faisons pour récupérer les territoires occupés? Eh bien, nous appelons aujourd'hui, nous de la majorité, nous avons nos opposants, Moïse Katumbi, nous avons Jean-Marc Abound, Fayoulou, Kabila et tous les autres. Nous nous mettons ensemble dans un dialogue ici. Et ça arrête la guerre. Ça empêche à Kagame de continuer à nous piller. Mais que non. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est pendant ce temps d'accalmie, bien organiser notre armée, n'est-ce pas, pour chasser le Rwanda. Soit en combinant la diplomatie avec les armes sur le terrain, chasser les Rwandais. Parce que le Rwanda, qu'on se le dise, si vous voyez le président Kabila, voyez Nanga et consorts demander le dialogue,
c'est pas qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas les moyens logistiques, financiers et même humains pour faire la guerre arriver à Kinshasa. Non, ils n'en ont pas. Même pas le Rwanda. Vous savez, on a toujours dit que notre armée est faible. Faible parce que on a réussi à prendre Goma et puis à prendre Bukavu. Je ne suis pas de cet avis. On avait bloqué le Rwanda à Bunagana pendant très longtemps. Mais après, quand les chars étaient devenus inefficaces, eh ben, la guerre a quitté les tranchées pour se faire dans arrière-cour des casernes où nos officiers ont vendu aux enchères de conscience au point de sacrifier nos hommes de troupes. Ce qui a facilité l'entrée dans Goma, ce n'était pas les armes, c'était de l'or. On est passé des munitions à utiliser de l'or pour acheter nos officiers. Mais quand maintenant ils ont avancé, ils ont même pris Bukavu sans combattre, mais quand ils ont retrouvé une muraille, n'est-ce pas, du patriotisme au niveau de Uvira, de Walikale, ils ont été stoppés net. Donc, nous avons tous les moyens possibles pour gagner cette guerre. Et nous devons la gagner. Donc, parce qu'aujourd'hui, ceux qui pensent qu'un dialogue, un éventuel dialogue mettrait fin au conflit, ils ont tout faux. Vous voyez pourquoi je suis contre le dialogue? Et d'abord parce que ce n'est pas en nous mettant ensemble ici, comme politiciens, que nous allons arrêter la guerre. Vous êtes contre. Et aussi de deux. Et quand nous allons faire un dialogue, cela veut dire qu'on va intégrer le 23 de ce dialogue, nous aurons tout le monde, les parrains de la rébellion, qui est le président Kabila. Aujourd'hui, c'est confirmé qu'il est le parrain de la rébellion. On aura tous ces gens-là. Quelle est la finalité? La finalité, c'est toujours, comme je l'ai dit, le partage du pouvoir. Encore que si Fachi accepte ce dialogue-là, cela veut dire qu'il met en doute sa propre légitimité. C'est-à-dire, il la met sur la table. Mais depuis toujours, on a toujours dialogué. Je vais vous montrer dans quel contexte on peut dialoguer. Alors, je finis avec mon idée. Oui. En faisant ce dialogue, cela veut dire qu'on devra faire encore le brassage. Parce qu'ils ne vont pas accepter de rester en dehors de notre armée. Or, nous savons très bien qu'il y a plein de militaires rwandais aujourd'hui dans ce qu'on appelle le M23. Et ces militaires et officiers rwandais vont encore être intégrés dans notre armée. Ça peut être au cas par cas. On n'aurait pas résolu le problème. Même quand on fait au cas par cas, ceux qui vont rester vont encore se reconstituer pour être utilisés par le Rwanda et nous combattre encore. On va laisser des gens continuer à mourir parce qu'il y a des calculs politiciens derrière. Ce n'est pas les calculs politiciens. Il faut tout faire pour chasser le Rwanda de notre territoire. Ça, c'est vrai. Et c'est possible avec la diplomatie. Vous voyez que, coup de chapeau d'ailleurs, au chef de l'État et puis à sa ministre d'Affaires étrangères pour le travail abattu. Vous voyez qu'elle ne parle pas trop. Pas de déclaration politique. Mais sur le terrain, on voit des résultats. C'est ça un ministre. C'est ne pas faire de déclarations tous les jours dans les médias et non. Alors, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Ouais. Alors, en ce moment-là, on n'aura pas résolu le problème. On a eu des dialogues dans le passé. Il y a un rebondissement. Mais il faudrait en profiter pour, comme on a maintenant un chef de l'État qui a réussi à faire mettre le Rwanda sur le banc des accusés. Aujourd'hui, on sait que c'est le Rwanda qui nous agresse. C'est une avancée significative. Et pour ça, maintenant, mais pour ça, que ce soit la résolution de la dernière résolution de l'ONU ou des recommandations sous-régionales nous demandent, nous exhortent à avoir un climat de cohésion à l'interne. Oui, je vais vous dire comment est-ce qu'on va voir ce climat de cohésion. Eh bien, quand nous allons réussir à chasser, n'est-ce pas, le Rwanda dans notre sol, on peut se réorganiser autrement. Croyez-moi, un dialogue où on se partage les postes, où on intègre les militaires du M23 et que je dise les militaires rwandais déguisés en M23 dans notre armée, ça serait une peine perdue. Ce n'est pas nécessaire. Donc c'est pour dire. Et vous avez parlé des dialogues dans le passé. Nous avons eu la conférence nationale souveraine. À quel moment? C'était pendant que Mobutu n'avait plus légitimité, n'avait pas de mandat. On attendait de nouvelles élections. Voyez-vous? Et puis il a été très, très fragilisé à l'époque. On a fait un dialogue pour conférer aux institutions une légitimité consensuelle, la classe politique. Nous avons eu le dialogue de Sun City. Même chose, le contexte est qu'on avait affaire à un pouvoir issu de la rébellion,
qui était contesté de partout. Le pays était divisé, ainsi de suite. Alors, on s'est mis ensemble parce qu'il fallait qu'on ait un gouvernement un peu légitimé la race politique pour organiser des élections. Alors, aujourd'hui, nous avons un régime issu des élections dont le mandat court encore. Il y a eu concertation en 2014, dialogue en 2016. Et là aussi, on voyait très bien qu'il n'y aurait pas élection parce que le mandat du président Kabila est arrivé à son terme. Il fallait éviter de tomber dans un vide juridique. Il fallait avoir aussi un gouvernement de transition qui devait organiser les élections. Mais aujourd'hui, les contextes ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de raison parce que nous avons un pouvoir, ces élections, même si entre parenthèses. Qui est contesté aussi, ce pouvoir. Il y a toujours la contestation. Nous avons vu aux États-Unis avec Joe Biden, Trump estimait qu'il avait gagné les élections, qu'on avait triché. Ça n'avait pas empêché à Biden de diriger et finir son mandat. La tradition africaine veut que l'on se mette sous l'arbre à palabres, résoudre nos différends. Et là, je vais arriver. Oui. La contestation est dans notre ADN. Tout celui qui échoue dit qu'on a triché. Eh bien, il veut entrer au pouvoir par voie de dialogue. Et c'est là que j'étais en train, moi, de défendre les réformes constitutionnelles. Nous avons un système politique qui n'est pas adapté à notre culture. Vous parlez de nos traditions. Dans nos coutumes, dans nos royaumes, il n'y avait pas d'un côté le pouvoir, d'autre l'opposition. Tout le monde avait droit à la parole, sur l'arbre à palabre. Oui. Qu'est-ce que moi je voudrais quand on va refaire des réformes constitutionnelles, parce qu'on va y revenir. Après la guerre, il faut qu'on mette sur la table le problème des réformes constitutionnelles. Moi, je pense qu'il faut bannir le système de majorité-opposition. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Les gens ne veulent pas être à l'opposition, en fait. C'est tous les problèmes. Donc, quand ils échouent, ils créent soit la guerre, soit quand on bannit, on le remplace par quoi? Maintenant, on ne sera plus en démocratie cette fois-là. Non, la démocratie, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans ce que moi j'ai appelé démocratie. Démocratie, oui. C'est-à-dire, c'est pire que l'anarchie que nous avons ici. Ici, c'est la démocratie que nous avons ici. Eh bien, nous devons avoir une démocratie à notre manière. C'est-à-dire quoi? Dans le prochain arsenal juridique de l'RDC, il faudrait bannir le système des majorités et opposition. Parce que personne n'aime rester à l'opposition. Alors, il faut faire quoi? Il faut de nouveaux concepts de forces politiques dominantes et forces politiques minoritaires. Ça veut dire? Et toutes les forces politiques auront droit au chapitre. C'est-à-dire ceux qui ont gagné. Celui qui a gagné ne prend pas tout. Celui qui a perdu ne perd pas tout non plus. Voilà. Celui qui a gagné, il prend beaucoup. Ceux qui ont perdu, ils prennent peu. Mais tous contribuent, n'est-ce pas, à la gestion du pays à des degrés différents. Il peut avoir à ce moment-là, pensez-vous qu'on aura résolu le les problème? gens n'iront plus prendre les armes pour venir s'imposer après avoir échoué aux élections. Ceux qui prennent les armes les font parce qu'ils ne sont pas ou ne sont plus aux affaires. Ils veulent avoir le pouvoir pour devoir détourner. Voyez-vous? Alors, si tout le monde participe à l'exercice du pouvoir, ça va aller. Et ils font instaurer ce que j'ai appelé une dictature éclairée. Au lieu de cette démocratie qui nous recule, où les gens font leur politique tous les jours. Moi, je vois beaucoup. J'étais au Maroc la fois passée. Eh bien, au Maroc, le roi impose une espèce de dictature, mais éclairée à l'avantage du peuple. Ici aussi, j'avais dit, il faut que Fathi soit un dictateur éclairé. Pas celui, n'est-ce pas, qui fait tout pour son plan politique, pour sa famille biologique, mais celui qui impose des idées pour l'intérêt du peuple. Tant que le peuple trouve sa part. Une dictature, ce qui est bien loin d'être le cas. Aux allures de Kadhafi, par exemple. Je vois en Afrique le jeune Ibrahim Traoré au Burkina. Mais il n'a pas instauré la démocratie là-bas. C'était un pouvoir fort, mais qui travaille en faveur du peuple. Mais ici, allez dans tous les groupes WhatsApp, dans la rue, au marché, partout on parle politique. Parce qu'il n'y a pas, on insulte. Il n'y a pas mieux en face parce que le peuple n'est pas occupé. Même ceux qui travaillent, vous allez là où ils travaillent, il ne faut pas que politique. Non, il faut changer la façon de voir les choses. Il faut imposer l'ordre
Tout le monde peut venir à la télévision, dans les réseaux sociaux, insulter tout le monde. Et même la façon dont on traite nos autorités au Congo, c'est pas normal. Tous nous voyageons, nous partons partout. Est-ce que vous voyez dans quel pays où les gens insultent leur chef de l'État comme on le fait ici? Chacun insulte chacun et impunément. Même dans les pays de vieille démocratie, aller en France, Angleterre, États-Unis. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on parle politique. Eh bien, pendant la période électorale, on peut comprendre. Mais ici, nous sommes dans un désordre. On parle politique parce que indescriptible. Le peuple s'intéresse à ce que vous faites parce qu'il ne trouve pas sa part. Qui impose trouve pas son compte. Il n'y a pas une redistribution équitable des ressources du pays. Dans cette démocratie, quand on arrête les gens qui ont détourné, ils vont, n'est-ce pas, en justice. C'est le tour du magistrat de bouffer aussi. Et quand il aura bouffé, il libère la personne. Mais comme on dit, c'est pas son des pouvoirs. Il reste impuni. Il faut un chef d'État qui le fait révoquer à la minute. Comme on a fait M. quand il est arrivé ici, avec environ 300 magistrats qui étaient révoqués. C'est ça que j'appelle dictature éclairée. Pas quelqu'un qui est brutal, qui fait les choses pour l'intérêt de sa famille politique. Vous demandez à Félix Tshisekedi de devenir dictateur. Pas seulement lui, même un autre président qui viendra après. Dans cette anarchie congolaise, si on continue avec cette démocratie, rien ne va avancer. On ne va pas s'en sortir. Même celui qui viendra après, il devra, n'est-ce pas, diriger avec une main de fer pendant un temps pour émettre de l'ordre dans notre pays. Ça, c'est une parenthèse aussi. Je reviens au dialogue. Bon, pour vous dire que quand nous aurons eu un système politique où il n'y a pas opposition et majorité, où nous avons une force politique dominante, et puis forte politique minoritaire, et que tout participe au pouvoir, il ne va plus demander le dialogue. Parce que le dialogue, c'est quoi qu'il demande là? C'est pour entrer au pouvoir, tout simplement. Alors, le chef de l'État a fait une ouverture, n'est-ce pas? La fois passée, il a demandé au Conseil spécial de faire des consultations pour former un gouvernement d'union nationale. Il a tendu la main à l'opposition. Mais tout celui qui veut y entrer, eh ben, il vient. Mais ils veulent couvrir ça par un dialogue des évêques. Tous veulent aller au gouvernement. Mais ils se gênent d'y aller comme ça. Pourquoi aller avec elle être couverts? Ils veulent être couverts par... il faut une structure par neutre, les évêques. Une force neutre qui puisse garantir le respect des engagements pris par les uns et les autres. Mais ils ont le droit de demander l'audience voir le chef de l'État. Parce qu'ici, quand un opposant voit le président de la République, c'est mal perçu. Mais que non. Ils peuvent discuter parce qu'ils prétendent, ils font un dialogue pour mettre fin à la guerre. Mais allez demander une audience. Donnez vos idées au chef, comment mettre fin. Martin Fayulu l'a fait, vous avez vu la levée des boucliers. Mais on n'a pas besoin d'avoir un médiateur comme Senko. Et encore Senko, parlons-en. Les hommes de Dieu sont des hommes respectables, mais ils doivent se faire respecter. Mais voilà comment maintenant on les traîne dans la boue, c'est sur leur comportement. On les accuse maintenant d'être impliqués dans une tentative de déstabilisation des institutions. J'avais un débat sur la culture générale avec mes élèves de CM2, c'est-à-dire l'équivalent de 5e primaire. Je leur ai demandé, il y a combien de partis politiques au Congo? Personne ne savait. Et j'ai demandé, citez-moi les partis que vous connaissez. Les enfants ont cité PPRD, UDPS, la Senko et tout ça. J'ai dit, ah bon, Senko, c'est un parti politique? Ils ont dit oui. J'ai dit, qui est le président? Mais c'est le cardinal Lambongo, avec Monseigneur Cholet comme secrétaire général. La confusion évidemment pour les enfants. C'est parce que ils ne voient pas la Senko parler de l'évangile. La Senko ne parle que politique. Et aussi, l'Église catholique a pris goût à la politique. Évidemment, à l'époque, c'était donc... un groupe de pression, même depuis Maloula. Tout le temps, l'Église a toujours mis la pression sur le pouvoir public. Depuis que Monseigneur Mosingo avait été appelé à présider la conférence souveraine, avec toutes les retombées, après il était passé président du Parlement de transition, mais l'Église a pris goût à la politique active et s'y invite. Ça n'a pas commencé en 90, c'est un peu plus tôt d'ailleurs. Il doit attendre qu'on l'invite par la classe politique pour l'aider. Mais ici, eux-mêmes prennent l'initiative dans le vide. Vous avez été avec à la Senko, au dialogue de la Saint-Sylvestre. Après, ils n'ont pas eu de retombées. Ils n'ont pas été au gouvernement. Ils avaient été sollicités par le pouvoir de l'époque pour l'aider
Mais ici, ils prennent l'initiative. Ce n'est pas leur mission. Il ne faudrait pas que la case... On ne va pas laisser la case brûler en attendant que la mission leur soit confiée. Qu'est-ce qui leur donne cette compétence? Ils ont des brebis. D'où est-ce qu'ils tirent cette compétence? C'est notamment dans leur mission apostolique. Est-ce qu'il y a ici qui a l'Église catholique? Nous avons... Est-ce que vous pouvez voir, par exemple, l'équivalent de Senko, de l'Ukraine, ou bien de la Russie, quitter la Russie, aller aller en Ukraine, parler politique et revenir. Les bons offices, justement. Revenir. Ouais. Partout, il y a quand même là où on des ne fait évêques. pas confiance aux politiques, on peut faire confiance aux religieux. Pourquoi partout il y a des problèmes politiques, on ne voit pas l'Église se comporter comme l'Église du Congo? Et aussi, notre Église doit être impartiale. C'est clair qu'elle est pour la rébellion. Parce que quand vous voyez... doit être du côté de la vérité. L'Église, la vérité est définie par qui? La vérité est définie par qui? Quand vous voyez l'attitude de notre Église catholique par rapport à la rébellion... Du côté de la vérité ou du côté des pauvres, l'Église est majoritaire dans le pays avec tous les chrétiens qu'on a, et tous à l'Église qu'ils vont se plaindre de ce qui ne va pas dans le pays. Des milliers de personnes mortes à Goma, à l'entrée de l'armée rwandaise, sont des Congolais. Il y avait leurs fidèles aussi. Ils n'ont jamais déploré ça. Ils n'ont pas compati avec les familles endeuillées. Mais quand il y a un petit problème du gouvernement... Est-ce que vous suivez toutes les déclarations de la Senko? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais il suffit on ne va pas faire comme Christian Losakweno qui a dit à un moment donné que la Senko n'avait pas condamné tel ou tel autre. Et on a vu le contraire avec des vidéos ainsi de suite. Il suffit qu'il y ait une erreur du gouvernement pour que Monseigneur Cholet monte au créneau. Mais on a même vu leur attitude. Quand ils avaient été reçus par le chef de l'État, on a vu leur attitude. Et quand ils étaient reçus à Goma par les rebelles, ils étaient tous souriants. Vous sentez qu'ils sont à l'aise avec ça. Non, c'est un conseil gratuit. Ils doivent revenir dans leur rôle principal de prêcher l'évangile. Et maintenant que Martin Fayoulou... c'est pas le cas. Quant au coup d'État dont vous parlez, qui serait en train d'être préparé entre oui. Eh ben, on les accuse d'être évidemment dans cette logique de déstabiliser le pouvoir. Oui. Quant à dire qu'ils sont de préparer un coup pour éliminer le chef de l'État, eh ben, c'est lui qui a déclaré assurément ses ressources et ses preuves. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Vous n'y croyez pas? Je peux au moins analyser. Moi, j'analyse. Allez-y, s'il vous plaît. Dès lors que Nanga M23, ils ont fait appel au Rwanda pour nous agresser, pour venir à Kinshasa, ils visent quoi? Ils visent de prendre le pouvoir. S'ils arrivaient ici à Kinshasa et que le président Tshisekedi est toujours là, mais ils vont le tuer. C'est subversif. Alors aujourd'hui, le président Kabila est avec le M23. Eh bien, le M23 est avec le Rwanda. Il est à Goma. Et tous, ils sont contre le régime de Kinshasa. Mais c'est une subversion. Ils veulent renverser le régime, n'est-ce pas? Mais s'ils ont l'occasion de le tuer, mais ils vont les tuer. Là, je peux analyser. Ça, c'est par extension. Bien sûr. Mais quand tu as affirmé et qu'ils sont dans un complot de monter un coup d'État ou de tuer le président Tshisekedi, c'est une affirmation, ça, je ne le fais pas. Mais l'analyse démontre que... Quand on y mêle, y compris les évêques, qui sont supposés être apolitiques et pacifiques. Les évêques, je crois qu'on les mêle dans ça parce qu'on sent qu'ils sont un peu plus proches de la rébellion que des pouvoirs légitimes de Kinshasa. Et ça, là encore, c'est une analyse que l'on fait. Mais je ne peux pas affirmer il n'y a pas d'effet, choses il n'y a pas d'effet sans preuve. Qui prouve que les évêques sont avec et là aussi, les rebelles. Moi, je plains le président Kabila. Vous savez, c'est quand même anormal qu'il parte d'un statut d'un ancien chef de l'État à celui pratiquement d'un rebelle. Vous n'avez jamais vu ça? Il aurait dû garder son silence, son charisme, pour être même devenu un sage de la République, consulté par d'autres nations. Mais il a compromis ça. Il est aujourd'hui, Goma, c'est au Congo. Aujourd'hui, la rébellion le colle à la peau. Et ce n'est pas normal, c'est un recul, ça. Il faudrait attendre qu'il termine ses consultations pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Il fait les consultations en tant que qui? Voilà la question. C'est un acteur politique. Ah bon, c'est un ancien président. Non, ancien président. Oui. Qu'est-ce qui lui donne le pouvoir de faire des consultations? En tant que pour aboutir à quoi? Ça, il faut lui poser la question. Ah voilà. Et s'il avait besoin
qu'on ait la paix, il a une voix qui porte. Pris une initiative. Il a une voix qui porte, et donc on ne peut pas lui dénier la qualité des consultants. Là où il était, il aurait dû peut-être envoyer les émissaires, contacter les rébellions, la rébellion, disons, soi-disant, contacter le pouvoir de Kinshasa, là où il était, tenter de faire des rapprochements, proposer qu'on se rencontre. On comprendrait le fait. Pourquoi n'est pas temps qu'il termine sa démarche à Goma pour finalement il a clairement pris fait et cause pour la rébellion. D'abord dans sa tribune, où il dit que le pouvoir de Kinshasa considère, n'est-ce pas, sans raison, que le M23, c'est un mouvement anarchique guidé de l'extérieur. Ce qu'il disait à l'époque, lui a changé. Donc pour lui, M23 n'est pas anarchique. Peut-être qu'après, avec un peu de recul, il comprend mieux les choses. Le fait d'entrer à Goma, passant par le Rwanda qui nous agresse, le fait de se faire protéger par le rebelle, vient confirmer les accusations qui étaient faites en son temps par le chef de l'État, le président Tshisekedi. Et aujourd'hui, le président Kabila a le statut de rebelle, n'en déplaise à ses consultations, qui fait sa qualité. Auriez-vous voulu qu'il se rende, parce qu'on sent qu'il n'est pas visiblement le bienvenu à Kin, avec tout ce qu'il y a eu, lever des immunités, volonté de les traduire en justice. Le dire, c'est pas l'attaquer. Mais ce qu'a fait le président Kabila démontre que le président Tshisekedi, c'est un fin politicien. On peut tout reprocher au président Tshisekedi, notamment sur certains ratés dans la gestion, mais du côté politique, il a démontré que c'est un fin politicien. Il a réussi, comme je l'ai dit, à fermer le Rwanda sans accusé. Il a acculé le président Kabila jusqu'à ce qu'il s'est dévoilé. Lui qui a toujours été discret, tellement acculé par le président de la République, le président Kabila s'est dévoilé finalement, et c'est lui qui est le maître à penser de la rébellion. Voyez-vous? Et son charisme, son silence s'est perdu dans les bottes des rébellions et dans les pleurs des familles endeuillées, et n'est-ce pas, à Goma, qui n'a pas osé consoler. Et là, franchement, qu'on se le dise, il a tout perdu. Il a tout perdu. Bien. Ça, c'est évidemment votre avis. Mais maintenant, pour revenir au dialogue, il y a Martin Fayulu qui est favorable, qui est venu, qui prend la main. Mais maintenant, Jean-Pierre Bemba, lui, ne veut pas de l'initiative de la CENCO. Vous non plus. Vous n'en voulez pas. Quelle devra être la suite? Je n'ai pas dit que je ne veux pas de l'initiative de la CENCO. Ouais. J'ai dit qu'un dialogue, dans le sens dont on en parle, est inutile. Dialoguer, peut-être demander l'audience, rencontrer le chef de l'État. Le chef peut aussi inviter ses opposants. Il n'y a pas que le sens inverse. Il y en a qui n'ont pas voulu répondre aux consultations. Quand on ne se fait pas confiance, il faut une force médiatrice. D'abord parce qu'ils ont quelle force? Ceux qui demandent le dialogue, ils ont quelle force? Mais ils sont négligeables. Entre nous, on dit. Ceux qui ont refusé d'aller aux élections, ils auraient pu mobiliser la rue. Aujourd'hui, qui est capable de mobiliser la rue? C'est la preuve que le pouvoir de Kinshasa est légitime, quoi que l'on dise. Parce qu'il y a bien des raisons d'aller dans la rue. Et s'il n'y a pas de dialogue, ils feront quoi? Ils ont quelle force? Donc ils veulent maintenant se cacher derrière la rébellion pour se refaire une santé politique. Mais que non, ça n'a pas de sens. Le dialogue est inopportun. Mais il aura lieu, le dialogue, en 2028. Parce que, je vous l'ai dit, il faut noter, il n'y aura pas d'élection en 2028. Il n'y aura pas d'élection. Déjà, la guerre a tout perturbé. Vous savez que les élections se préparent le lendemain, n'est-ce pas, de la publication des résultats. Mais tout l'argent va à la guerre. Et même si on peut reprocher au gouvernement que le social ne s'améliore pas, mais parce que ce que nous produisons, une bonne partie préparez donc va à la guerre. À un possible glissement. Je ne prépare pas, moi je vous préviens, d'après mes analyses, il n'y aura pas d'élection en 2028. À moins qu'on puisse bâcler quelque chose de... Il n'y en aura même pas. Comment faire alors pour négocier ces virages? Dans le meilleur des cas, il y aura élection en 2030. Et en ce moment-là, à partir de 2027, on peut commencer à préparer un dialogue pour éviter qu'on tombe dans le vide juridique, pour faire ce qu'on a fait avec le dialogue de l'Union africaine et puis de la CENCO. Mais pour le moment, si nous acceptons ce dialogue-là, un médiateur, une table, deux parties en face, cela veut dire que
le président Tshisekedi remet en cause sa propre légitimité et donne raison à ceux qui disent, voilà, on avait triché. Quand on est chaud, on dit toujours, on a triché. Jamais ici, on a vu les gens dire, voilà, le pouvoir a été gagné de façon régulière. Donc, pour le moment, ce dialogue est inopportun. On gagne le temps, c'est ça. C'est pas un dilatoire. En attendant qu'on s'avance vers... et ça n'engage que moi. La fin du mandat. Ça n'engage que moi. Il y a la guerre ou pas? Il y a la guerre. Quand on fait la guerre, les moyens générés par la République, une bonne partie va à la guerre. On ne peut pas privilégier la CENI au détriment de combattants sur le terrain. Voyez-vous? Ce qui fait que les choses sont perturbées. Et on a perdu comme ça 2 ans. Ce n'est qu'une analyse. Hein. Ce n'est pas un fait réel. Mais généralement, si vous lisez mes publications, mes tweets depuis bientôt 7 ans, ce que j'ai prédit arrive toujours. Généralement. Même le dialogue de 2016, là. J'ai commencé vers fin 2014. On m'avait taxé de tous les noms. Tout le monde était contre ça. Mais à la fin des comptes, ils sont allés au dialogue. La différence pour 2014 ou 2016, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des pans entiers de notre territoire qui ne sont pas sous le contrôle des forces gouvernementales. On va les récupérer. Ils sont acculés. Le Rwanda est acculé. Le 1-23 aussi. Ils n'ont pas de moyens possibles pour arriver à Kinshasa. Et d'ailleurs, quand ils ont pris... Est-ce que le problème, c'est d'arriver... Un instant. On va les chasser là où ils sont. D'arriver à Kinshasa ou plutôt de récupérer toutes ces entités. Pour vous, ils peuvent tout prendre, mais tant qu'ils ne touchent pas la capitale, ça vous arrange. Non, c'est que je veux dire que tant que le pouvoir légitime sera à Kinshasa, on va s'organiser, on va les chasser. On va les chasser. Est-ce qu'il y a une dynamique en ce moment qui va dans ce sens? Vous voyez, pas qu'ils sont affaiblis. On a mis combien de temps à oublier Bunagana? Ils sont affaiblis sérieusement. Et Kagame et l'M23, ils sont affaiblis. Et croyez-moi, hein, la prochaine offensive sera douloureuse pour eux. Hein. Si on n'a pas pu les cantonner à Bunagana, qu'ils ont pu arriver jusqu'à Goma, s'étendre sur Bukavu. Mieux vaut accepter qu'avec le Rwandais, ils viennent nous chasser de Kinshasa et qu'on fasse comme De Gaulle en France, on a s'organiser en dehors du pays pour venir récupérer notre terre, notre pays, et accepter encore d'enterrer les Rwandais dans notre armée sous forme, après un dialogue. Non, ça non. Et sur ce point, je soutiens le président Tshisekedi. On ne peut pas dialoguer avec des fils du pays qui ont pris les armes, mais il faut dialoguer quand il s'agira de ne pas organiser les élections et de glisser. Non, on peut dialoguer, n'est-ce pas, quand les circonstances font qu'il n'y ait pas élection dans le délai. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a aucun camp qui aura le droit de gérer le pays seul. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée a le droit de gérer le pays seul. La patrie est menacée. Parce que elle détient un pouvoir issu des urnes. Et c'est Congolais qui sont là-bas. Si nous allons aux élections, n'est-ce pas, à temps, en 2028, c'est à mieux. Là, c'est ce qui est normal. Nous devons éviter d'ailleurs ces histoires de dialogue chaque fois. Quand quelqu'un est élu, il fait son mandat. Et si en ce moment-là... Après le 5 ans, il y a élection, mais le dialogue, c'est pas... Et si en ce moment-là, les autres disaient non, on n'est ni demandeur, ni preneur. Pourquoi ailleurs, il n'y a pas de dialogue chaque fois? Mais nous sommes un pays anormal finalement. Mais pourquoi ne pas organiser des élections à temps? Voulu. C'est l'idéal. Ici, je n'ai pas d'une hypothèse. À voir comme les choses sont en train de se dérouler. On ne sait pas quel jour la guerre prendra fin. Mais si elle prend fin à une année de 2028, ou alors, si elle continue jusqu'en 2028, comment irons-nous aux élections? Bien. Donc là, j'ai analysé que c'est possible. Et croyez-moi que dans le meilleur des cas, il y aurait élection en 2030. Et ce n'est pas la faute du pouvoir en place. On serait devant un fait accompli. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il revient au pouvoir de nous sécuriser, de sécuriser l'ensemble du territoire national. Si ils ne l'ont pas fait, ils peuvent pas se prévaloir. C'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait. Oui. Moi, je suis confiant. Alors, si on ne les fait pas, on ne va pas dire non, parce qu'on n'a pas pu faire, donc on n'organise pas les élections.
vous en assumez les Mais conséquences. dites-moi, si nous arrivons avec cette agression, avec les troupes étrangères sur notre sol jusqu'en 2028, comment ira-t-on aux élections? Pourquoi doit-on en arriver jusqu'à Ça là? serait un cas de force majeure, mais qui n'est pas préférable, en fait. C'est pas préférable. Vous voulez Ça, nous amener à je- la situation Voilà. ukrainienne avec Volodymyr Zelensky qui a dépassé largement son mandat. et Mais qui est voilà, toujours en mais fonction. parce qu'il est devant un fait accompli. Entre-temps, la foire au détournement se porte bien. Ministre, mandataire public. Et là, c'est même au niveau de la Cour. Vous êtes député, vous attendez des explications du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature et son collègue de la cassation sur une autre affaire de 7 millions. Même si on dit là-bas que le pouvoir judiciaire est indépendant, il ne répond pas à l'Assemblée nationale. Le ministre Moutamba, Nicolas Kazadi, voilà, c'est ça votre système. La foire au détournement. Le détournement au Congo a toujours été un sport national, hein. Et c'est pourquoi depuis des décennies, on patauge. C'est plein de détourneurs ici. La différence, c'est qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Et qu'aujourd'hui, le système en place permet qu'on en parle. Le problème n'est pas d'en parler. J'arrive. C'est un peu une avancée parce que tout est dénoncé publiquement aujourd'hui. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Malheureusement, Il faut que, on ne fait rien de ceux qui sont dénoncés. Mais c'est comme je dis ici, il faut une dictature éclairée. Quelqu'un qui impose même à la justice. Parce que quand on envoie les gens en justice, ils donnent l'argent et puis demain ils sortent. Hein, voilà. Alors il faudrait qu'on commence à sanctionner sévèrement ces magistrats-là qui pensent que c'est une occasion pour eux de bouffer aussi. Si aujourd'hui le président Fachi a réussi à faire arrêter tous ceux qui sont détourneurs, n'est-ce pas, prouvés, et qu'on remettait l'argent dans le reste de l'État, et que ça nous permettait d'améliorer tant soit peu le social de la population. Vous verrez qu'on va lui dire par le peuple, écoutez, restez là, ne partez plus. Voyez-vous? Donc, il faut vraiment qu'on soit très, très Dans cette sévère. lutte contre le détournement et la corruption pour Fachi, est-ce qu'on peut dire que c'est tard maintenant? Vous dites quoi? Quelle est votre question? La lutte contre le détournement. Mais ce n'est pas Est-ce tard. qu'on ne pourrait pas dire que Fachi a déjà fait son aveu d'échec quand il a dit que la justice était malade et qu'on voit ses proches qui sont accusés ou soupçonnés, évidemment, présumés innocents et coupables à la fois, ne pas être inquiétés? Il est magistrat suprême, comme j'ai dit. Hein. Il faut qu'il amène le magistrat à dire le droit et le vrai et à sanctionner immédiatement tous ceux qui sont complaisants. Et surtout à faire récupérer l'argent détourné parce que c'est bien beau hein, qu'on puisse aller en justice. Mais les gens quelqu'un qui a détourné 20 millions de dollars, par exemple, il a 5 ans en prison. Il va y rester parce qu'il a son argent. Mais en dépit de la prison, il doit remettre l'argent qui a été détourné. Au saisir, c'est bien. Et évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous voyez le spectacle entre le ministre de la Justice... D'un côté aussi. Vous voyez, c'est ce qu'on parle sur de détournement au ministère de la Justice. Le fait que ce gouvernement a été déclaré presque démissionnaire depuis janvier. Oui. Voyez-vous? Et ils savent qu'ils sont partants. Démissionnaire, la première ministre n'a jamais présenté sa démission, mais on leur a demandé d'expédier les affaires courantes. Mais tout homme qui se trouve dans cette insécurité politique, il sait qu'il va partir bientôt. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas se derrière. Et moi, je suis très sûr que si après ce gouvernement, quand il y aura un nouveau gouvernement, si on fait un audit dans tous les ministères, on va arrêter tout. Il y aura beaucoup de cadavres dans des placards. Peut-être les maladroits peuvent être attrapés, peuvent être le plus malin, dénoncés. Mais je parie que c'est systématique dans tous les ministères. Tout le monde qui sait qu'il va partir, il se prépare à se remplir les poches. Moi, je crois qu'il faut... On est allé un peu trop vite en annonçant que le gouvernement devrait expédier les affaires courantes. On doit commencer à faire un peu comme ce que je voyais à l'époque de Mobutu. Hein. Il y a un gouvernement en place, un soir de dimanche, pouf, une ordonnance, et tout a changé. Mais il y avait le système de construire d'abord des regroupements, envoyer vos noms. Que vous êtes. Tout le monde connaît qu'il y aura Maniamado, mais les gens se préparent à voler. Non. Moi, je crois que le fait qu'ils sont restés aussi longtemps dans une insécurité politique,
sachant qu'ils pourront partir demain. Ça les pousse à monter des stratagèmes pour détourner. Et certains les font maladroitement, peuvent être attrapés, et d'autres, expérimentés, les font intelligemment. Il faudra sûrement une enquête, une audit après leur départ pour découvrir ce qui se cache dans leur placard. Quand on termine par le spectacle entre le ministre de la Justice, le ministre inculpé. Mais j'ai aussi appris que le ministre de la Justice a récusé. Il a récusé, évidemment, le procureur général pour la cassation. Et là, je vais dire un mot. C'est vrai que toute personne a le droit de récuser. Récuser quand il sent qu'il y a une impartialité dans le traitement de dossier. Mais on ne va pas récuser tous les magistrats. Non, c'est que je sais que on ne récuse pas le ministère public. On ne récuse pas les magistrats de parquet. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas censés être neutres. Ils sont partis au procès. Et ils vous chargent. C'est au niveau du jugement du tribunal. Vous voyez, quand à la cour, maintenant qu'un justiciable peut n'est-ce pas, récuser un juge. Parce que le juge, lui, est obligé d'être neutre. Alors, quand on sait qu'il n'est pas neutre, on peut le récuser. Vous savez, dans le cas de Vital Kamerhe, quand on le jugeait, ses avocats avaient aussi dit que le procureur avait déjà prédit qu'on allait condamner Kamerhe. Il avait récusé. Mais cette récusation a été ignorée. Donc, le ministre Moutamba ferait mieux de récuser les juges qui auront l'affaire si l'affaire est fixée. Mais cette récusation de magistrat ne peut être, ne peut avoir d'effet que politiquement et sur le plan de l'opinion. Mais sur le plan de droit, je pense que... Il espère bien gagner le temps. Et sera ignoré par le parquet. Le parquet, évidemment. Et peut-être quand on ira au niveau de l'instruction, mais aussi... Est-ce qu'on peut dire que... Il aurait fallu que ces démarches aient été faites avant l'instruction. Vous savez, quand il faut aussi reconnaître qu'il y a une animosité entre le magistrat et le ministre de la Justice et qu'ils ne peuvent pas être dans de bonnes conditions pour traiter le dossier de façon beaucoup plus objective, c'est vrai. Mais alors, le ministre aurait pu, n'est-ce pas, dénoncer ça avant. Mais quand il va d'abord se faire... auditionner, et puis le magistrat transmet le dossier à l'Assemblée nationale pour demander poursuite, et il vient faire ça, ça peut être considéré comme fuite en avant. Donc, ces avocats auraient pu commencer à cette démarche politique bien avant, mais pas juridique, pas sur le plan des droits. Dans tous les systèmes français d'ailleurs, le magistrat du parquet, on ne le récuse pas, parce que lui, il n'est pas neutre. Lui, il est là toujours pour vous charger. Évidemment. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pu dire. Est-ce qu'on peut dire que les carottes sont cuites pour ces ministres qui semblaient séduire l'opinion à un moment donné? On ne peut pas dire ça parce que tout accusé est présumé innocent. Oui. Parce qu'il y aura un jugement qui le condamne. M. Moutamba n'a jamais été condamné. Et s'il y a un procès équitable, n'est-ce pas? Et on va voir s'il sera condamné ou pas. Vous allez autoriser donc qu'il soit... Vous avez déjà il y a une commission. Moi, j'étais dans la commission d'avant, mais je ne suis pas dans la commission actuelle. Je suis président de mon groupe parlementaire à APCODE. J'ai désigné un collègue qui est dans cette commission-là. Et nous allons voir le rapport qu'on va nous amener à la plénière avant de pouvoir lever l'option. Si vous avez un dernier message pour ce soir, ce serait lequel sur notre antenne? Non, le dernier message pour ce soir, c'est de demander à notre peuple d'être derrière les institutions de la République, d'être derrière le chef de l'État, parce qu'on voit quand même qu'il se bat beaucoup par rapport à cette affaire de la guerre dans l'Est, et de comprendre qu'on n'a pas besoin de nous réunir ici comme politiciens qui n'avons aucun impact sur la guerre pour prétendre que quand on aura fait un dialogue, on va réussir à chasser le Rwanda. Nous devons encourager, n'est-ce pas, la diplomatie agissante de notre gouvernement pour accueillir davantage le Rwanda. Nous devons bien réorganiser notre armée et bien l'équiper pour arriver à gagner cette guerre. Nous devons absolument éviter qu'il y ait encore des brassages
Parce que s'il y a un dialogue qu'on demande par les uns les autres, avec un 23 et tout le monde, cela va aboutir à un brassage où on va encore intégrer les militaires rwandais dans notre armée. Ça sera un cercle vicieux, ça va répandre demain. Autant accepter de souffrir maintenant, mais arriver à avoir une solution, une paix durable dans le pays. Merci donc, à vous. Voilà ce que je peux dire. Conseiller aussi à nos pères spirituels de pouvoir se mettre à leur place, éviter qu'ils soient vilipendés comme on le fait suite à leur comportement, mais aussi conseiller au président honoraire Joseph Kabila de se ressaisir. Il a pris un très mauvais virage et c'est déplorable pour lui, un ancien chef de l'État, de finir dans les bottes de rebelles. C'est un recul qui ne pouvait pas lui conseiller, n'est-ce pas, ses proches. Merci bien. Steve Mbikaï, président du parti politique, du Parti travailliste. Vous avez une nouvelle structure politique en ce moment, c'est ça? Non, mais je suis aussi Horizon président 2000, du Front Patriotique 2023. Le Front Patriotique 2023, ça c'est derrière nous. C'est pas derrière nous, hein? Ça existe toujours. Hein? et ça prépare aussi pour les futures élections. Bien. Moi, je serai toujours à Kinshasa, mais nous sommes en train de recruter déjà les candidats potentiels pour 2028. Vous savez, mon frère, être élu à Kinshasa autant de fois, hein, c'est pas facile. Hein? Donc, je remercie beaucoup mes électeurs de Mwamba et de Tchangou d'avoir renouvelé leur confiance plusieurs fois. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci au public pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On espère bien avec délectation. C'est autorisé chez nous. Prenez des extraits, mettez où vous voulez, X ou TikTok, Facebook. C'est légal. On se retrouve ce soir pour un autre entretien sur notre antenne. Chaque fois que vous le pouvez, prenez bien soin de vous-même, du Congo aussi. Salut.